Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce lundi, Maryse Lebranchu, en visite à Châteaulin, la ministre de la Réforme territoriale, a rencontré les agents de l'État pour les avertir des changements à venir. La solitaire Le Figaro est partie de Roscoff après 4 jours d'escale. Retour sur le départ des figaristes et des premières heures de course, et puis ambiance aussi sur le village de la course. Les plaisanciers de la rade des Brest sont appelés à devenir scientifiques d'un jour. Objectif, collecter le maximum de plancton. Bienvenue dans cette édition du lundi 23 juin 2014. Maryse Lebranchu a rencontré ce lundi les agents de la sous-préfecture de Châteaulin. La ministre de la Réforme territoriale fait actuellement un tour de France, des rencontres pour expliquer les changements d'organisation pour les fonctionnaires, mais aussi pour les élus locaux. Quelques bonnets rouges attendaient la ministre sur place. Le point avec Julie Sicot. Maryse Lebranchu est sur les routes. Elle présente son projet de réforme territoriale à travers toute la France. Une réforme qui redécoupe les régions et modifie aussi la place des communes dans les intercommunalités. J'ai rencontré quelques élus dits ruraux avant pour voir comment on peut embarquer, j'ai envie de dire, la spécificité du Finistère et des territoires ruraux ou des petites villes comme Châteaulin dans la loi que j'ai présentée au Conseil des ministres et qui sera discutée en octobre. J'ai pu entendre un certain nombre de propositions. Ici, dans ce département, les gens sont très constructifs. Face à la ministre, les syndicats de l'administration publique. Des craintes, beaucoup de questions et finalement peu de réponses. On ne sait pas quel transfert de compétences il va y avoir entre le département et les régions, qu'est-ce qui va être transféré aux régions, aux intercommunalités. Il y a beaucoup de flou et donc qui dit flou dit également crainte de la part du personnel, des agents de la fonction publique qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés demain et de qui ils vont dépendre. Devant la sous-préfecture de Châteaulin, une dizaine de bonnets rouges. Ils défendent toujours l'idée d'un rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Et pas question de se réjouir de la transformation de l'écotaxe en péage de transit poids lourd. Quand j'entends les propos de Ségolène Royal ce matin qui dit que la Bretagne est exonérée, il y a une erreur quelque part. La Bretagne, ça ne se limite pas aux 3 départements de l'Ouest. La Bretagne, c'est 5 départements. Donc à partir du moment où il reste des portiques à installer de Saint-Malo jusqu'à Nantes, ça ne nous convient pas. En Bretagne, une seule route est à présent touchée par ce dispositif, l'axe Caen-Nantes qui passe par Rennes. Et pendant ce déplacement, Maryse Lebranchu a également rencontré une délégation d'intermittents du collectif Art 29. À Roscoff, ce dimanche, 36 skippers engagés dans la solitaire La Figaro ont repris la mer pour la 3e étape de la course entre Roscoff et les Sables d'Olonne. Résumé de ces 24 premières heures de course avec Félix Noël. Parti dimanche à 15h de Roscoff, ils ne sont plus que 36 bateaux encore en course dans cette 45e édition de la solitaire du Figaro, après les abandons de Claire Pluvaux et de Johan Arrueder. Les Figaros sont passés entre Belle-Île et la presqu'île de Quiberon ce lundi après-midi. La flotte fait cap vers une bouée au milieu du golfe de Gascogne avant de remonter vers les Sables d'Olonne pour clôturer cette 3e étape longue de 505 milles nautiques. Leur arrivée est prévue dans la nuit de mardi à mercredi. Au classement provisoire de l'étape, une vingtaine de bateaux se tiennent en 1 mille nautique. À la vacation de ce lundi matin, Gilda Mahé, 8e au classement général, explique les raisons de ce faible écart. Je connais effectivement bien le coin, mais bon, la plupart des coureurs, même quasiment tout le monde, tout le monde sur la flotte a vraiment des milles et des milles parcourus dans le coin, donc je ne sais pas s'il y a un avantage particulier. C'est comme on dit, nul n'est prophète dans son pays, donc des fois on croit qu'on sait, et puis faut pas oublier de bien regarder les cartes de courant et bien analyser les choses quand même parce qu'il y a toujours des surprises, quoi. Une chose est sûre, Fabien Delahaye devrait perdre sa première place, victime d'une avarie au départ de Roscoff. Pour l'instant, il est difficile de distinguer un leader dans l'étape. Et pendant que les 4 jours d'escale qui ont duré donc à Roscoff, les visiteurs ont pu arpenter le village étape de la course pendant 4 jours donc sur les quais du port du Bloscon. Le public a pu découvrir l'univers de la course, mais l'occasion aussi pour les sponsors de faire passer leur message, comme nous l'explique Julie Sicot. Sous le soleil, dimanche matin à Roscoff, les Figaro attendent de prendre le large. Pendant ce temps, le village se remplit de visiteurs. Amateurs de voile ou non, le départ de cette 3e étape est surtout un rendez-vous pour les curieux. C'est très agréable de pouvoir côtoyer les navigateurs et voir leurs bateaux. C'est sympa, oui, il y a plein de monde. Avec le soleil en plus, c'est mieux, donc c'est parfait. Ce qui me plaît, c'est de voir cette foule.
de voir cet engouement pour cette course-là. Voilà. C'est quand même exceptionnel de voir le départ d'une course. Sur ce village éphémère, c'est donc le bon moment pour se montrer. Une vingtaine d'entreprises locales sont là. Cette ferme de Saint-Égonnec présente ses produits frais. On a eu des Allemands, des Anglais et beaucoup de touristes aussi qui viennent d'un peu partout dans la France. C'est assez sympathique. Les gens apprécient beaucoup. En plus, on a le temps avec nous. Plus bas sur les pontons, la fédération Leucémie Espoir découvre le bateau de son champion. Pour la deuxième année, le skipper Yann Eliès arbore les couleurs de l'association. Une visibilité nécessaire. Le portage réalisé par Yann Eliès était vraiment un élément majeur pour stimuler, accélérer le programme de recherche en maladie du sang. Pour les skippers, c'est la deuxième étape et le troisième village. Et c'est surtout le moment de prendre un bol d'énergie. On a pas mal d'encouragement, le public qui passe sur les pontons, qui s'intéresse. Donc ouais, c'est toujours remotivant. Et 3 jours d'escale, ça nous permet de nous requinquer pour repartir frais dispo pour l'étape d'après. Les skippers sont partis au son du bagad. Ils emmènent leurs sponsors et leurs couleurs vers un nouveau village. Direction les Sables d'Olonne. Et on reste dans le domaine de la mer et de la navigation avec cet appel lancé par la navigatrice Catherine Chabot pour participer à la conception du voilier du futur via le site de financement participatif KissKissBankBank. Objectif, développer des innovations écologiques dans le domaine de la construction nautique. Explication par Catherine Chabot au micro de TB Sud. Il a l'ambition d'être autonome en énergie, de recycler tous ces matériaux, etc. Et donc, on a réuni, fédéré 17 PME et 5 centres de recherche, beaucoup sont bretons, et qui vont chacun travailler sur les matériaux, sur l'énergie, sur le traitement des eaux, traitement des déchets. L'équipe que nous formons est totalement bénévole depuis 2 ans. C'est un projet qui est très long à mener parce que aujourd'hui, promouvoir les éco-innovations, ça n'est pas facile. Là, j'ai vraiment besoin qu'on nous accompagne. Il y a une autre raison de ce financement participatif, c'est que j'aimerais sensibiliser aussi les plaisanciers qui sont concernés par cet avenir du nautisme. Et l'avenir du nautisme, pour moi, va vers les éco-innovations. Et j'aimerais proposer aux plaisanciers qu'ils participent eux-mêmes. Et les plaisanciers, justement, de la rade de Brest sont appelés à participer à une expérience scientifique collaborative. L'IUEM, l'Institut européen de la mer, installé à Plouzané, compte sur les propriétaires de bateaux pour collecter un maximum de plancton. Explication avec ce reportage de Guy Abalin. Jean-Pierre Berthelot n'est pas un scientifique, mais ce matin, c'est tout comme. Accompagné par 3 jeunes chercheurs, il va effectuer des prélèvements dans la rade de Brest. Et ils sont 15 plaisanciers brestois à avoir comme lui répondu à l'appel d'Océanopolis pour plonger dans l'eau à la même heure et de la même façon leurs tubes et leurs filets à micromailles. La proposition qui a été faite à l'amicale des plaisanciers de Brest est que tous ces bateaux se plient aux règles du jeu, à savoir être à un moment donné sur un point GPS qui leur a été attribué et puis participer à cette opération de science participative. Donc la science a vraiment besoin des plaisanciers si elle veut avoir cette photo instantanée de la rade de Brest à travers 15 ou 16 points. L'objectif de ces prélèvements est de pouvoir étudier une partie de l'écosystème marin, notamment les plus petits, les phytoplanctons et les zooplanctons, et de cartographier leur répartition dans la rade. Une opération qui devra se répéter plusieurs fois par an et sur plusieurs années. C'est vrai qu'un prélèvement ponctuel, on ne va pas en retirer tout de suite beaucoup d'informations, mais si on répète ces observations dans le temps, sur plusieurs années, on peut éventuellement dégager des tendances, des changements, par exemple dans les communautés de microalgues ou ce genre d'informations. Considéré comme la base de la vie marine, le point de départ de la chaîne alimentaire, le plancton peut à terme en dire beaucoup sur la vitalité et l'évolution d'un écosystème. Une fois traités, les échantillons de la rade de Brest rejoindront la base de données de l'Institut européen de la mer, en attendant que les scientifiques les interrogent. Ce JT est terminé, on se quitte avec ces images tournées par Guy Abalin pour la 33e fête de la musique. C'était samedi soir. Bonne soirée et à demain 18h30. Because of your difference.